Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis et bon dimanche. J'espère que tout va bien chez vous et que vous avez grand faim d'apprendre des choses sur tout ce qui se mange. Votre magazine est là pour ça. Et ce matin, vous le savez, on va parler de concours. Enfin, ceux qui ont en tout cas écouté les promos, comme on dit, les annonces de cette émission. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la saison des concours. Les concours, il y en a des tas, mais il y en a un qui prime à peu près tous les 3-4 ans. C'est le concours de meilleur ouvrier de France. Et évidemment, vous me connaissez, je m'intéresse plus particulièrement au concours des cuisiniers. Mais il y en a d'autres. Dans les métiers de bouche, c'est même une catégorie extrêmement bien représentée. Les pâtissiers, ça sera pâtissier-boulanger, ça sera au début de l'année 2023. Là, les cuisiniers ont un peu ouvert le bal. Mais il y a eu les sommeliers aussi, puis les charcutiers traiteurs, les torréfacteurs, les fromagers, enfin voilà, foultitude de meilleurs ouvriers de France. Il n'y en a pas tant que ça. Sur l'ensemble de ceux qui avaient démarré, vous allez voir, il n'en reste que 8. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. La finale avait lieu la semaine dernière à Grenoble et sur les 30 finalistes, et croyez-moi il y avait plus de 500 candidats au départ, 30 finalistes, il y a eu 8 meilleurs ouvriers de France dans la catégorie cuisine et gastronomie, parce que gastronomie est associée au terme de cuisinier, et je vais en interroger quelques-uns ce matin. J'ai la chance d'avoir avec moi en studio Tom Meyer. Bonjour Tom. Bonjour Vincent. Tom, alors d'abord bravo pour ce beau col bleu-blanc-rouge qui va venir orner votre veste de chef, puisque vous êtes le chef du restaurant Granit à Paris, restaurant étoilé dans le 1er arrondissement à côté du Louvre, pour faire simple. Exactement, ouvert depuis une petite année. Voilà, une petite année, vous faites partie du groupe Éclore de Stéphane Manigold, qu'on connaît bien, qui est souvent venu à l'antenne de Sud Radio. Et donc, vous avez donc passé cela. Je rappelle un peu votre pédigré, Tom Meyer. Vous êtes jurassien de naissance. Et école à Poligny, et puis après vous êtes passé le grand restaurant de Crissier, restaurant de l'hôtel de ville, sans doute à l'époque Rochat, avec Benoît Violier, Benoît Violier et Franck Giovannini qui aujourd'hui officie et tient les cuisines, longtemps second, et puis par la force des choses et du destin devenu le chef de ce restaurant mythique. Ensuite la Chèvre d'Or, ensuite la Meuloise, et puis ensuite la Maison Pic, pour finir à Paris, oui. Voilà, dans votre propre restaurant, et qui a un vrai succès. Et puis, vous avez nourri ce projet depuis longtemps, de devenir meilleur ouvrier de France ? Moi, c'était un rêve depuis que j'ai commencé la cuisine. Déjà, mes parents sont restaurateurs. Ouais. Mon père avait passé le meilleur ouvrier de France en 2004, quand il était prêt à son sens. Et en fait, il a attendu un petit peu trop longtemps, ça n'a pas fonctionné du premier coup, et après il sentait plus la même énergie et il n'a pas voulu le refaire. Il m'a toujours dit, si un jour tu veux l'avoir, fais de grandes maisons. Et je l'ai écouté, donc j'ai construit tout mon parcours autour de cet objectif. Quel âge vous avez, Tom ? 29 ans. 29 ans, vous êtes tout jeune, la vie elle est devant vous, votre carrière elle est devant vous. Qu'est-ce qui motive un jeune dans une époque où la cuisine est un peu folle, un peu dans tous les sens, un peu trop médiatisée peut-être ? Qu'est-ce qui vous pousse vous à vouloir accrocher ce col bleu-blanc-rouge en dehors de peut-être du regard de votre père et puis de vos pères aussi ? Je pense que ça représente quelque chose de très fort qui montre qu'on est un technicien. Alors, quand on passe le meilleur ouvrier de France, c'est pas le meilleur chef. Donc, on va pas récompenser forcément la créativité. Mais je trouve que le timing était bon pour moi parce que j'ai eu ma première place de chef dans un restaurant qui est assimilé créatif. Et derrière cette créativité, avoir ce col montre aussi de la technicité. Moi, j'ai toujours été jugé jeune par rapport à ce que je faisais. Et aujourd'hui, je pense que le regard des gens va un petit peu changer grâce à ce col. Je vais peut-être être plus légitime aux yeux des autres. Pourquoi vous manquez de ça ? Étoilé à 29 ans, à Paris, vous manquez de légitimité sur Non, mais c'est vrai que quand on est jeune, j'ai encore eu le cas sur un événement récemment, aux côtés de grands chefs, un maître d'hôtel qui ne savait pas que je faisais partie des chefs qui créaient les plats pour l'événement. Il m'a parlé comme si j'étais le petit jeune. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Prends donc un plat et puis il va servir. C'est à peu près ça. Ouais. Donc c'est vrai que
Je pense que demain, quand je porterai le col, on fera la distinction tout de suite. Oui. Respect tout de suite de la profession, mais aussi du grand public qui connaît bien le col bleu blanc rouge, et il faut rendre hommage en cela à Paul Bocuse qui en a été le principal promoteur. Hein. Exactement, c'est lui qui a fait la promotion de ce col et oui, c'est la base. Alors, au téléphone avec nous ce matin, parce que figurez-vous que cette aventure qui est généralement un peu solitaire, hein, il faut bien le dire, c'est un peu un parcours du combattant solitaire de passer le MOF, eh bien, dans ce cas-ci, 3 cuisiniers, 3 chefs se sont associés pour un coaching de groupe. Ils ont couru ensemble, ils ont dormi ensemble, ils ont mangé ensemble, et on a le deuxième chef de ce trio, c'est Louis Gachet qui est avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Vincent. Alors Louis Gachet qui est... Alors vous êtes natif de Bourgogne, vous? Oui, c'est ça. Hein, donc pas un cousin du franc-comtois qu'on a là, hein, avec nous, en studio. Et vous avez fait votre école à Poligny aussi? Poligny également, oui. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés avec Tom. Donc c'est là que vous vous êtes rencontrés, point commun. Et puis dans votre parcours, tous les deux la chèvre d'or. Pas au même moment. La chèvre d'or, mais pas à la même époque. Ah oui, c'est ça. Tom avant, et puis vous récemment, puisque vous étiez encore il y a très peu le second d'Arnaud Faye à la chèvre d'or. Voilà, c'est ça, pendant 6 ans à la chèvre d'or. Bon, alors Louis Gachet, moi j'ai envie de vous poser la même question. Quel âge avez-vous? Moi j'ai 30 ans. 30 ans, donc le même âge pratiquement que Tom, hein, 1 an de plus, donc la jeunesse. Qu'est-ce qui vous, jeune chef, reconnu, quand on est le second d'un restaurant qui a 2 étoiles, comme celui d'Arnaud Faye, bah, on a un statut hein, dans le métier, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir accrocher le col bleu, blanc, rouge? Bah, je pense que c'est, comme Tom, c'est un rêve d'enfant. Moi, mes parents aussi étaient restaurateurs. J'ai toujours grandi avec la gastronomie comme moteur, et puis voilà, j'ai eu la chance d'avoir un chef qui était meilleur ouvrier de France, qui est meilleur ouvrier de France, et c'est vrai que d'avoir vécu son aventure à ses côtés, ça m'a vraiment donné envie d'aller me frotter un petit peu à tout ça. Et voilà, après on fait ça pour soi, mais on fait aussi ça pour ceux qui nous ont, on va dire, éduqués et portés, quoi. Voilà, c'est ça, Et ce que Louis dit pas, c'est qu'il a accompagné aussi le chef Arnaud Faye sur son propre concours en 2018. C'est très important. Moi, je fais un parallèle avec Naïs Pirolet, qui a été la commise de notre ami David Tissot au Bocuse d'Or, et qui, à son tour, est devenue la candidate et va donc au Bocuse d'Or à la fin janvier. Donc, ça veut dire qu'au fond, d'être dans une ambiance de concours, de regarder d'en bas ces gens qui brillent d'en haut, c'est ça qui peut donner aussi l'élan, le coup de jarret, là. Bah, c'est sûr, parce que quand on voit les gens autour de nous réussir, il y a une véritable émotion, on est super content pour eux, et puis on se dit, mais... Ça donne envie, quoi. Moi, oui, un jour, ça sera mon tour. J'espère que c'est comme ça, hein, bien sûr. Le 3e de la bande de ce formidable trio qui a donc eu droit à ce diplôme, là, depuis une semaine, c'est David Boyer qui est avec nous. Bonjour, David. Bonjour. Merci de rejoindre vos copains ici à l'antenne de Sud Radio. Alors David, vous aussi grand chef. C'est marrant parce que je regardais vos parcours et donc il y a des intersections. Évidemment, vous aussi passez par des grandes maisons comme tous les grands cuisiniers et ceux qui sont là. Le Doyen, Taïwan, la Maison Pic, hein, que vous avez en commun avec Tom Meyer. C'est là qu'on s'est rencontrés, oui. Puisque vous avez été le chef à Valence. Donc, David Boyer, vous avez quelques années de plus que nos 2 copains. Vous êtes un peu l'ancien du groupe. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis un peu l'ancien, quelques années. Le grand frère, quoi. Le grand frère. Une petite quinzaine. Oui, c'est ça, le jeune grand frère. Voilà. David, pourquoi vous aussi, alors que on le sait, par exemple, Anne-Sophie Pic n'est pas MOF. En revanche, il y a dans votre entourage beaucoup de meilleurs ouvriers de France, cuisine. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous? C'était quoi la motivation? Bah, la motivation, c'est toutes ces années
toutes ces années de cuisine, un peu de sacrifice, on peut dire. Oui, oui. Voilà, cette reconnaissance de nos pères, et puis de voir les camarades passer les uns après les autres meilleurs ouvriers de France. Je me suis dit, bon, mais faut y aller. Et puis c'est toujours un challenge contre soi-même. Hein. On le fait pour soi, mais voilà. Moi, j'avais aussi cette envie de ramener le titre dans ma région. Dans le Limousin, hein, qui n'est pas très doté. Hein, on peut dire. On peut dire. Non, mais c'est vrai, pas très doté en restaurant étoilé, pas très doté en col bleu, blanc, rouge, en cuisine. Donc, c'était important pour vous et pour votre coin de France, quoi. Voilà, et puis pour mon entreprise, parce que maintenant j'ai mon entreprise, donc moi je trouve que c'est important aussi pour les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Voilà, ça motive un petit peu tout le monde, et puis ça va faire du bien aux affaires aussi, on va pas se mentir. Hein. Alors, j'ai pas dit où Louis et vous étiez en fait en poste. Alors, pour ce qui est de Louis, si on a compris qu'il a donc quitté la Chèvre d'Or pour voler de ses propres ailes vers la Provence, une très belle propriété qui s'appelle le Couvent des Minimes, qui est un hôtel et spa dont vous allez prendre les rênes, Louis, dans quelques mois, au printemps, c'est ça ? C'est ça, voilà, ouverture printemps 2023. D'accord, chef exécutif avec un spa magnifique, à ce qu'on dit, et un site splendide. Et vous, alors du coup, David Boyer, vous travaillez dans votre entreprise qui fait vous êtes à la fois chef et traiteur, quoi. C'est-à-dire que vous faites des événements, des prestations, vous cuisinez chez les gens. Comment ça se passe ? Alors ouais, on fait plusieurs choses. Effectivement, nous, on a une partie événementielle où on fait tout ce qui est mariage. Alors, on est toujours sur un créneau haut de gamme. Hein. Bien sûr. On rayonne autour de 350 km autour de Limoges. On fait des prestations de chef à domicile parce qu'on a eu énormément de demandes post-Covid. Donc, ça, c'est un créneau qui marche très très bien en fait. Et voilà. Et puis on monte aussi régulièrement sur Limoges des restaurants éphémères avec des menus dégustation dans des endroits insolites, et voilà. Ça évite de s'ennuyer comme ça. On sait qu'on sera bien traité, mais que le décor change, la cuisine change et même le thème. Allez, on reste ensemble, messieurs. On revient dans une minute ou deux. On va parler un peu cuisine, hein, parce que cette épreuve de la finale du MOF, ça va vous donner des frissons dans le dos quand on va vous expliquer ce qu'ils ont dû faire pour l'accrocher, ce col bleu blanc rouge. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Et quel marché, mes amis, dans le panier, c'est du tricolore, du pur jus. J'ai des mofs avec moi, des nouveaux mofs, des jeunes mofs. Le mof nouveau est arrivé, figurez-vous. Il y a à peine une semaine, avec nous, Tom Meyer, le chef du restaurant Granit à Paris, Louis Gachet au téléphone, le Bourguignon qui se prépare à s'installer au Couvent des Minimes en Provence. Et du côté de Limoges, David Boyer, le chef qui fait beaucoup d'événementiels et qui n'a pas de restaurant pour l'instant, mais à mon avis ça va pas durer, je le sens, hein, quand ça pour le recrutement, ça, à mon avis ça doit commencer à sonner le téléphone, hein, quand on accroche le MOF, comme on dit. Alors messieurs, je vous ai reçu ce matin parce que en dehors du fait que moi je trouve ça absolument merveilleux, magnifique, ce que vous avez réalisé, il y a un particularisme, c'est que vous vous êtes entraîné à 3. Vous avez constitué une équipe à l'intérieur de l'équipe, une sorte d'équipe de France des MOF pour aller conquérir ce titre. Et pour faire cela, vous avez fait appel au coaching d'un très grand chef qui a été votre chef pour 2 d'entre vous, c'est Arnaud Faye, le chef de la Chèvre d'Or à S-Village. Comment est-ce que vous est venue l'idée d'aller chercher ce MOF particulier? Qui a eu l'idée d'ailleurs de vous 3? Je pense que c'était tous en même temps. Hein. Ah ouais, on savait d'avance qu'on s'inscrirait. Il y a eu la période Covid, mais ça faisait déjà 2 ans qu'on était inscrits. Ouais. Donc on a eu le temps d'en discuter entre nous. Moi, quand j'ai passé le Bocuse d'Or... C'est Tom Meyer qui parle là. Quand j'ai passé le Bocuse d'Or, j'avais Arnaud et Louis qui sont venus à Valence, qui m'ont beaucoup suivi, qui m'ont énormément soutenu. Et après, ça a été naturel de se dire... quand on fait le MOF, on y va ensemble. Donc on s'était déjà entraîné avec David sur place au CFA Médéric à Paris. Il était venu 15 jours, on s'était vraiment bien entraîné. On avait Arnaud qui est venu un petit peu sur place et on avait par téléphone Louis tous les jours. On s'envoyait des photos, des essais pour avancer le plus vite possible. Ouais. Il faut savoir qu'on reçoit le sujet que 15 jours à l'avance.
Moi, attendez, je voulais préciser un truc. C'est vrai que vous avez échoué à la marche du podium pour le Bocuse France, hein, Tom. Deuxième. Oui, c'est ça. Ouais, juste sous la marche du podium. Ça a été dur, ça. Ça a été dur à encaisser. De perdre d'un point, forcément, on se dit, c'est dommage, il nous en manque qu'un. Après tout ce qu'on a fait, d'autant plus que les points étaient supérieurs sur les parties dégustation. Bon, c'est comme ça, on refera jamais le match. Ça fait partie aussi des échecs qui font énormément avancer. Et comme je dis, quand on a mangé notre pain noir, on a encore plus envie de pain blanc. de pain blanc. Ouais. Et Tom Meyer, aujourd'hui, c'est digéré grâce au MOF aussi? Quand j'ai commencé la cuisine, j'avais l'objectif de gagner le Tétinger, le MOF et le Bocuse d'Or pour pas être trop ambitieux. J'ai déjà eu le Tétinger en 2017. Je m'étais dit après le Bocuse d'Or, puis le MOF. Et maintenant, ça sera pas dans le même ordre peut-être. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Maintenant avec le restaurant, je me vois plus quitter pendant un an et demi le restaurant pour préparer un concours. Donc, on dit ça, mais bon, quand on a le virus, bon. Et d'un autre côté, Louis Gachet, vous viviez en fait pendant 6 ans aux côtés d'Arnaud Faye. Donc pour vous, c'était une évidence, non? Oui, bien sûr, c'était une évidence déjà de le faire et puis que ça soit lui qui m'accompagne. Et après, voilà, moi j'avais essayé de l'accompagner au mieux quand lui s'était présenté en 2018. Et voilà, il m'avait toujours dit que le jour où je me présenterais, il essaierait de me rendre le monnaie de la pièce. C'est bien ça. De la pièce, et puis voilà. Parce que c'est une affaire de transmission. Évidemment. Oui, je pense que le MOF, le moteur du MOF, ça reste la transmission au-delà de tout ce qu'on peut mettre en œuvre, la technicité, le goût. Tout. Je pense que le vrai mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est la transmission. Et moi, je pense que vous êtes un exemple pour tous les jeunes qui nous écoutent. D'abord, David Boyer, le Limougeot, comment il a été embarqué, lui, dans cette histoire avec les deux autres? En fait, moi, j'étais, pour la petite histoire, j'étais finaliste en 2018 avec donc Arnaud. On est du même âge. Et après, suite à ça, j'ai travaillé avec Tom... chez Anne-Sophie Pic, et donc du coup j'ai eu l'occasion de revoir Arnaud et ça vous a redonné la niaque, quoi. Voilà, et puis sa bienveillance, sa sérénité et ses bons conseils, c'était évident. Bon, écoutez, moi je trouve ça beau que l'histoire s'écrive comme ça. Alors, ce que je voudrais, c'est que Tom me rappelle, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas tellement au fait de ce concours de MOF, on rappelle que donc c'était la finale, mais qu'il y a eu la demi-finale avant, qu'il a fallu déjà la passer, avec déjà une épreuve difficile. C'était extrêmement difficile, les recettes qui étaient demandées par Jacques Maximin, autre MOF, grand chef de l'école du Castres désormais. Qu'est-ce que c'était les recettes de la finale, Tom? Alors on avait une entrée, Monsieur Maximin aime bien quand il y a du volume de travail et qu'on a un peu de jours pour le préparer. Qu'on s'ennuie pas, dans la scène, dans le labo, quoi. Donc on avait une entrée en 2 parties, donc une tartine de pain de campagne avec un beurre d'oursin et un mélange de légumes et pinces de homard avec une vinaigrette agrumes. Il y avait quand même 13 éléments sur la tartine. Il ne fallait pas en oublier un, sinon ça peut être éliminatoire. On avait à côté de ça un lait de homard gélifié avec un tartare d'œufs d'escargot et Saint-Jacques, médaillon de homard sur le dessus et un gel de corail de Saint-Jacques. Ça, c'était juste l'entrée. Je veux en profiter que Jacques nous écoute pas. Ça a de l'intérêt, l'œuf d'escargot, ou c'était juste pour mettre un truc rigolo, quoi? Alors, je pense qu'au début, on s'est dit quel est l'intérêt et pour avoir goûté avec et sans, parce que c'est quand même un produit qui est cher, donc on s'est quand même entraîné aussi des fois sans l'œuf d'escargot, il y avait une différence. Bon, écoutez, c'est formidable, il va pas déjuger le maître Jacques Maximin. Louis Gachet, quand j'entends ça, moi, ces recettes, parce qu'il y avait également une recette de chevreuil, je crois. Hein. On avait un dos de chevreuil, sauce poivrade, avec une garniture oseille, épinards et poire, des billes de butternut et betterave, et à côté un chutney de fruits de saison, avec une purée de romanesco émulsionnée à l'huile d'olive et du kaki. Bonjour. Beaucoup de choses. Et puis il fallait que ça soit harmonieux, avec des éléments extrêmement différents. D'ailleurs, si le président de la République vous entendait, il serait pas content qu'on dise butternut et il se bat pour la francophonie. Il faut dire le doux-beurre. C'est son nom français. Louis Gachet, quand j'entends ça, moi, et que je me dis, je vous ai vu au moment de l'annonce, Tom en dernier parce que c'était alphabétique, vous congratuler et que les 3 arrivent sur le devant de la scène, devant Alain Ducasse, donc
qui était président évidemment de la classe cuisine, je me suis dit, mais et s'il y en avait un qui s'était banané? Vous y avez pensé, j'imagine. Forcément, ça a dû vous animer pendant tout l'entraînement. En fait, je pense qu'on n'a jamais pensé qu'on l'aurait tous les trois. Ouais. On s'est toujours dit, avec un peu de chance, il y en aura un des trois, peut-être deux. On n'a jamais osé rêver qu'on ferait le hat-trick, et finalement, quand on s'est rendu compte qu'on l'avait tous les trois, je pense qu'on était tout aussi content pour les autres que pour vous-même. Il y en aurait un qui l'aurait pas eu. C'est vrai que la soirée aurait un petit goût amer. Un petit goût amer, et là finalement, il y a tout qui a réussi ce jour-là. Là, c'est le menu complet. Là, c'est fantastique. D'ailleurs, il y a qu'à voir vos têtes au moment où l'annonce, où Alain Ducasse annonce Tom Meyer. Et là, on voit dans vos yeux, non, si, c'est ça, quoi. C'était complet, quoi. Ouais, non, c'était. Une fois que c'est fait, maintenant, on réalise un peu plus. Ouais. Bon, alors, David Boyer, une question aux techniciens que vous êtes, comme vos camarades. Du coup, on se dit, les trois s'entraînent ensemble sur des recettes qui sont les mêmes. Ils arrivent tous les trois sur le... Est-ce que on aurait pu interchanger vos assiettes? Est-ce que les recettes étaient vraiment les mêmes, les assiettes? Alors, en fait, on avait quand même quelques touches personnelles, pas mal de touches personnelles dans nos cuisines. Déjà, on n'est pas de la même génération. Il y a des produits qui me parlaient plus qu'à Tom ou qu'à Louis. Et puis, sur les recettes que l'on a fait à l'identique, à la dégustation, il n'y en avait aucune de pareille. Ah ouais. On avait beau faire par exemple tous les trois la même sauce poivrade, à l'arrivée, on avait 3 sauces poivrades différentes. Donc ça aussi c'est magique, je trouve. Et pourtant vraiment le même entraînement, quoi, le même entraînement et le même coach, quoi. Donc pratiquement les mêmes directives. Les mêmes directives. Alors le coach, lui, il nous donnait pas tellement de directives. Il nous aiguillait plutôt sur ce qu'il fallait ne pas faire. Mais c'est ce qu'on retient, c'est que finalement on a tous un tour de main différent, même si on part de la même recette. Ouais, et donc c'est bien la preuve que la cuisine, même quand elle est très contrainte sur le plan de la recette, c'est un moyen d'expression. Donc on dit quand même qui on est à travers ce qu'on fait goûter. Je pense, ouais. Moi personnellement, ça m'émerveille de me dire on avait les mêmes produits du même calibre, avec les mêmes matières grasses, le même matériel, et à la fin, il n'y avait vraiment rien à voir. Ouais, c'est question de proportion et de cuisson et de traitement, en fait. Le traitement, je sais pas, une cuisson prolongée, un rôtissage différent, comme dit David, le tour de main, c'est vraiment dingue. Moi, je trouve ça magique de se dire que ça peut être si différent parce qu'en fait, chacun a sa touche. Est-ce que vous allez garder tous les trois un lien particulier? J'imagine, on n'oublie évidemment jamais le jour où on reçoit le col bleu, blanc, rouge, mais là, c'est une sorte d'entente à trois qui va perdurer d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, ce que je retiens de ces 15 jours, c'est qu'on a passé 15 jours dans une super ambiance, on a beaucoup rigolé. Et bossé quand même. Faut pas donner l'impression que c'est de la rigolade. Non, c'est pas de la rigolade, mais ça nous a fait du bien de le faire dans la bonne ambiance. Parce que il y avait ce stress qui était quand même présent, et c'était une façon de l'évacuer, et on s'est vraiment bien entendu du début jusqu'à la fin. Il y a pas eu de tension. Oui, c'est-à-dire que une belle cohésion. Vous êtes battu contre vous-même, mais pas contre les autres, quoi. Exactement. Exactement. On n'a jamais été concurrents. Mais il faut rappeler que c'est pas un concours, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre de places données et on se bat les uns contre les autres, hein. Il aurait pu avoir 30 mofs si les 30 avaient été bons en finale, hein. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, donc il n'y a pas cet esprit de compétition. En revanche, la collégialité et le fait de s'entraîner ensemble, c'est bien dans l'esprit des MOF, hein, un peu issu du compagnonnage aussi, c'est-à-dire ce partage d'expérience, ce partage de moments de vie. Et moi, je trouve ça magnifique. Et je voulais vous remercier tous les trois. Merci Tom d'être venu ce matin. Merci Louis Gachet. Et on vous souhaite de beaux jours en Provence au couvent des Minimes. Et merci David Boyer d'avoir été avec nous pour relater, parce que pour moi c'est de l'émotion pure. Et qu'est-ce que c'est d'autre que la belle cuisine si ce n'est de l'émotion pure. Allez, bonne journée à vous. On reste ensemble nous, parce que dans un instant je vais avoir un autre nouveau de ces mofs, Jérôme Schilling du côté de la Gironde dans le Bordelais, dans un très beau domaine. Et puis on parlera un peu de coaching avec un mof inattendu, un meilleur ouvrier de France qui n'est pas français. Eh oui, ça existe.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On quitte les MOF, les jeunes MOF, et on retrouve du MOF, parce que du MOF, il y en a plein l'émission ce matin. Moi, je les adore, ces meilleurs ouvriers de France. Et pas seulement dans la classe cuisine, hein, mais comme là, c'était la classe cuisine la semaine dernière, c'est vrai que j'ai une petite tendresse particulière pour les cuisiniers et les chefs. Et on est du côté de la Gironde, dans un beau domaine, le château Laforie-Péraguet, figurez-vous, oui, en Sauternes. Et il y a un restaurant, le Lalique, dont le chef est Jérôme Schilling. Bonjour Jérôme. Bonjour Monsieur Ferniaud. Oh Monsieur Ferniaud, Vincent, ça ira très bien ce matin. On est entre nous, c'est dimanche. Jérôme, je vous ai appelé pour vous féliciter, comme vos camarades qui étaient avec nous en studio, Boyer, Gachet, Meyer, pour ce col bleu blanc rouge que vous accrochez à votre veste. Enfin, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. C'est une vraie satisfaction, une vraie fierté d'un travail de longue haleine. Oui. C'est une récompense d'une carrière. Ouais. Et d'être. Mais vous êtes jeune encore, Jérôme. Dites pas la récompense d'une carrière comme c'était terminé. Ça fait que commencer là. Oui, j'ai commencé à 15 ans, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la récompense de tout le travail de mes pères. Bien sûr. J'ai travaillé 80% de mes chefs étaient meilleurs White France et deux qui sont malheureusement plus là, mais je pense que de là-haut ils sont j'espère très fiers que j'ai pu suivre leurs traces. Alors Jérôme Schilling, moi je me posais une question. D'abord, on comprend pourquoi vous l'avez fait. Comme vous dites, hein, c'est souvent une affaire de transmission. On a regardé les grands chefs un peu d'en bas en se disant un jour j'y serai, certainement. Comme Tom Meyer, vous avez connu le même déboire puisque vous avez été second au Bocuse d'Or France. Hein, donc vous avez connu un peu ce petit croche-pied de la vie de cuisinier. Mais est-ce que ça vous a relancé? Est-ce que l'affront est lavé? Est-ce que la peine est partie grâce à ce col bleu blanc rouge? Vous savez, c'est pas un crochet ou c'est au contraire, c'est souvent dans les défaites qu'on rebondit encore mieux et qu'on apprend encore plus. Donc évidemment, ça m'a permis de m'appuyer sur cette aventure également, parce que c'est la dernière des aventures parmi les autres concours que j'ai pu gagner ou pas réussir. Hein. Mais on réussit toujours, même si on gagne pas forcément, il y a toujours une réussite derrière. Quand on se pose, on prend un peu de recul, on se remet en question et ça permet après d'avancer. C'est un bel esprit. Ça, en fait, c'est ce qu'on aime dans les concours et c'est cette remise en question et aussi de se challenger. Et après, quand la réussite elle est au bout, c'est encore mieux. Alors, Jérôme, il y a un truc qui est formidable, c'est que vous avez aujourd'hui 2 étoiles aussi accrochées à votre restaurant dans un domaine viticole très connu. Hein, Laforie-Péraguet, c'est un des très beaux sauternes, qui est un vin qui est pas très facile à vendre à notre époque. Hein. Ces vins moelleux ou liquoreux, selon, sont difficiles à vendre. Le sucre est difficile. Vous arrivez à l'associer à votre cuisine tous les jours? Alors évidemment, c'était un gros challenge. Le sauterne, on le connaît toujours par l'appellation. Le consommateur ne l'a pas forcément toujours sur table. Bien sûr. Très souvent dans la cave, ne l'ose pas l'ouvrir parce que il faut attendre une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ce qui est finalement faux parce que un vin, c'est pour le partager entre amis. Et puis vous êtes alsacien où il y a le grand liquoreux aussi en Alsace. Hein, donc non mais je veux dire, c'est un peu dans votre ADN aussi ces vins sucrés. Oui, tout à fait. Et puis mon parcours a été aussi avec un chef qui faisait son vin en Alsace, Hubert Metz. Mon épouse, elle est semenière, mon grand-père avait des vignes. Vous êtes dedans, quoi. Le cousin de mon père avait des vignes sur Saint-Émilion. Donc finalement, tout est... En fait, c'est un peu une conjonction, quoi. Une conjonction, oui, tout à fait. De se retrouver là. Forcément, ma cuisine dans ce premier cru classé, on me considère comme cuisinier des vignes, où vraiment j'utilise tout l'environnement que j'ai autour de moi, que ce soit la plante, donc la vigne, avec les sarments, les feuilles de vigne, le verjus, et après aussi tout ce qui se retrouve. Le verjus, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est un jus de raisin vert, hein, c'est-à-dire ça peut être considéré ou utilisé à la place du vinaigre, moins la fermentation, quoi. Voilà.
Tout à fait. Ah bon. Tout à fait. Mais enfin, ça acidifie très agréablement, ça donne beaucoup de fraîcheur. Alors, juste un mot. Qui vous a coaché, vous? Puisque nous, dans la première partie, avec les 3 autres, là, on parlait d'Arnaud Faye, hein, qui a été un peu leur mentor. Qui vous a servi de mentor? Alors, oui, justement, parce que le mot coacher, je suis pas trop partisan de ça. Moi, je fonctionne beaucoup à l'affect. Parce que je pars du principe, comme quand on fait de la cuisine, il faut que ça vienne du cœur, faut que ça vienne des tripes, faut quelque chose que, si on veut le faire bien, pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, moi j'avais vraiment les gens, que des gens qui m'aiment autour de moi. D'accord. Voilà, bon, principalement j'avais mon sous-chef Maxime qui est avec moi depuis 8 ans, qui va d'ailleurs partir chez Arnaud. On se les refile. Bah oui, forcément, parce que quand on a des poussins comme ça. Puis Louis Gachet est parti, alors il faut bien le remplacer. Hein. Voilà. Donc il est sous-chef avec moi, donc qui s'est libéré aussi avec moi. Génial. Après, j'ai Inès Trontin du restaurant à Paris, dans le 17e, la pêche, qui était à mes côtés, faire toute la partie administrative, rangement des feuilles, les étiquetages, tout ça. Donc une équipe, une équipe de cœur. Voilà. Exactement. Mon épouse qui était à 10 000% derrière, qui m'a fait des impressions 3D pour me faciliter la vie pendant l'examen. Et puis après, en meilleur ouvrier de France, j'ai mon ami Jean-Luc Rochat. Ah bah oui, bien sûr. Avec qui je travaillais chez Thierry Marx quand Accordéon-Bage, quand vous avez démarré là-bas. Alors, vous savez qu'il y a une partie... je peux pas citer tout le monde forcément, mais... Non, Jérôme, mais... c'est une histoire de cœur. Et je disais même... On le sent, hein. Ça vous tient à cœur, quoi, encore. Je disais lundi, avant de partir, je disais encore à un ami Jacques, qui est mof charcutier traiteur, je lui dis, tu sais Jacques, même si j'arrive peut-être pas au bout, mais il y a une grande histoire qui s'est faite, parce qu'il y en a 3 mofs qui se connaissaient pas, et ils ont vécu une histoire de dingue, parce qu'ils se sont retrouvés pendant 2 jours ensemble, ils se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, et ils ont passé un moment incroyable, et moi, ça m'a conforté de les avoir présents à mes côtés, et ça vaut tout. Ça n'a pas de prix en fait. Tout ça. Jérôme, vous savez qu'il y a une particularité incroyable cette année, puisqu'on n'a pas cité les autres, hein, David Alessandria, on n'a pas cité Guillaume Goupil, hein, qui est bien connu, Yann Maget, super chef également, et il y a un chef, Kenichiro Sekiya, dont la particularité, c'est d'être japonais, parce qu'on pose souvent la question, est-ce qu'il faut être français pour être meilleur ouvrier de France? C'est la preuve que non, et j'ai le coach en ligne, que vous connaissez bien, qu'on a eu souvent dans l'émission, c'est Éric Bouchenoir, dit Boubouche. Bonjour Éric. Bonjour Vincent. Éric Bouchenoir, l'éminence grise de Joël Robuchon. Pendant combien de temps, Éric? On peut le rappeler? Combien d'années vous avez travaillé avec Joël? J'ai travaillé avec Monsieur Robuchon pendant 35 ans. Bon, rien que ça. Voilà. Et vous continuez, hein? Pas, mais bon. Vous continuez parce que vous êtes encore le chef de l'atelier Robuchon à Place de l'Étoile, sous le drugstore. Toujours à l'atelier Étoile aujourd'hui. Et bien sûr. Voilà. Et alors, Éric, je vous ai appelé parce que c'est un truc incroyable de penser qu'un Japonais devient meilleur ouvrier de France. Il faut qu'il ait eu vos lumières. Vous êtes évidemment meilleur ouvrier de France vous-même. Depuis combien de temps? Quelle année? Moi, j'ai passé mon meilleur ouvrier de France en 2000. En 2000. 22 ans, tu vois, quand même. Hein. Et pourtant, ça passe très vite en fait. Et là, vous avez servi de coach. De coach, comme disait Jérôme, coach, c'est un grand mot. Oui, mais bon. C'est une histoire de cœur. De grand frère, quoi. Jérôme a bien dit. Ce qu'il fallait dire, c'est une histoire de grand cœur. Moi, c'est la direction. Ken, moi, je le connais depuis 15 ans, puisqu'il a débuté avec nous à l'atelier. Oui, c'est aujourd'hui le chef du château. C'est le chef exécutif de Robuchon à Tokyo. Il est chef du château à Tokyo, qui est étoilé au Michelin, 3 étoiles au Michelin. Oui, c'est incroyable, ça aussi. Et voilà. Et alors, lui, il parle français correctement, mais sans plus. Donc, il s'est entièrement exprimé dans sa cuisine. Il aime la cuisine française, hein. Sinon, il ne serait pas le chef de Robuchon à Tokyo. Il adore la cuisine française. Et l'histoire, c'est que la direction japonaise m'avait demandé à l'époque si je voulais bien aider Ken à passer ce concours de meilleur ouvrier de France. Je dis aucun problème. Ken, c'est une personne sérieuse, motivée, qui pourra s'inscrire et avoir un jour le titre de meilleur ouvrier de France. Et on a commencé par l'inscrire au Tétinger.
Ouais. Parce que je pense que comme beaucoup de ces messieurs qui ont passé le Tétinger. On a beaucoup de vainqueurs du Tétinger. Avant de passer le meilleur ouvrier de France. Je signale que cette année, c'était le fils de Régis Marcon, Paul Marcon, qui a remporté le Tétinger. Voilà. Dans 4 ans, il pourra prétendre au MOF. Parce que c'est un beau concours. Voilà. Ça prépare. Et donc Ken, il a eu son Tétinger et ensuite, il s'est inscrit au meilleur voyage de France pour cette année, quoi. Écoutez, c'est extraordinaire parce que on n'a pas l'impression, Eric, qu'on peut être meilleur ouvrier de France en venant de l'étranger. Il y en a d'autres, dans d'autres catégories, des boulangers notamment, je le sais aussi. Et d'ailleurs, en ligne avec nous, qui écoute ça d'une oreille très attendrie, un grand cuisinier, MOF lui-même, puisque c'est le président de la Société des MOF, Jean-François Girardin. Bien, bonjour Vincent, bonjour à tous les amis qui sont à l'écoute, bien sûr. Jean-François, vous êtes le président de tous les MOF, dans la Société des MOF, mais comme vous êtes cuisinier, forcément... des meilleurs ouvriers de France. Voilà. Peut-être petite tendresse, petite tendresse pour les cuisiniers, pour le MOF Cuisine quand même. Évidemment, parce que... Quelle année, vous? Alors moi, c'était 93, donc c'est un petit peu déjà plus ancien. Et c'était Gilles Robuchon qui était donc le président du concours à l'époque. Et j'avais une année où il y avait un sujet qui me collait bien à la peau, avec des choses que j'aimais faire. Voilà. Et puis, ça compte aussi. Voilà. Parce qu'il y en a qui le repassent. On le comprend bien. C'est ce que nous disait David Boyer tout à l'heure, qui s'est repris à 2 fois, par exemple. Voilà. Bon, donc... Jean-François, pour conclure, une belle année quand même, avec beaucoup de jeunes. Une belle année, parce que je pense que cette année, bien sûr, il y a 8 meilleurs ouvriers de France qui ont reçu le titre. Dans ces 8 personnages, on les connaît quand même depuis un moment, ces jeunes gens. Ces gens qu'on suit. Dans des concours, dans beaucoup de choses, ce sont des chefs d'entreprise aussi, donc c'est des gens qui ont déjà beaucoup donné pour la profession. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est leur qualité professionnelle, bien sûr, mais leur qualité humaine aussi. Et la transmission, quoi. Dans le travail. Et ça, avec ces 8 nouveaux personnages meilleurs ouvriers de France, on a tout ce qu'il faut. C'est l'honneur de la France, du travail et aussi de l'humanité dans le travail. Et pour moi, c'est une chose extrêmement importante qu'on respecte les gens, qu'on transmette son savoir. Et ça fait partie de la vie. Et qu'on cuisine bien, quoi. Que ça soit de la bonne cuisine. D'ailleurs, au passage, je vous signale, je le disais tout à l'heure en préambule, début de l'année prochaine, boulanger-pâtissier, ça aussi c'est un gros morceau pour les concours de meilleurs ouvriers de France. Beaucoup rêvent de cela aussi. On s'en reparlera, Jean-François. Je vous laisse profiter de votre jardin ces dimanches. Merci d'avoir été avec nous. Merci Éric Bouchenoir d'avoir fait la promotion de ce formidable candidat japonais, Ken, comme on le surnomme, du côté du château Robuchon à Tokyo. Et merci Jérôme Schilling, dans votre autre château, celui de la Forêt Péraguet, dans le Sauternais. C'est une histoire de château ce matin, il faut croire. Allez, on se quitte et on va se retrouver dans une minute, parce que c'est le temps du dessert qui arrive. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, tous ces beaux chefs, tous ces grands chefs, tous ces grands meilleurs ouvriers de France, ça m'a donné extrêmement faim à ces cuisiniers. Mais il est normal qu'après le déjeuner, peut-être vous n'avez pas commencé, non, à cette heure-là, ça semblerait logique. Mais enfin moi, après tout ce déjeuner radiophonique, j'ai envie de dessert. Et que dire de mieux que d'un dessert de saison, une belle tarte aux pommes. Mais attention, comme je vous l'annonçais en début de l'émission, pas n'importe laquelle des tartes aux pommes, la meilleure tarte aux pommes d'Île-de-France. Ce sont les boulangers du Grand Paris qui faisaient passer cette épreuve, ce concours pour désigner chaque année, on le fait, la meilleure tarte aux pommes d'Île-de-France. Eh bien, c'est du côté du Sud-Ouest qu'on a trouvé le vainqueur. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. J'ai pris la ligne B du RER, direction le Sud, et au sud-est de Paris, je me suis arrêté à Antony, la station Fontaine-Michalon. Et juste en face de la gare, je vois quoi? Je vois la maison Léraud, qui est là, devant la gare, depuis combien de temps, Ludovic? On est là depuis 2014. Depuis 2014, ça fait quand même 8 ans. Et alors, vous savez pourquoi je suis venu? Oui, bien sûr, pour déguster la meilleure tarte aux pommes d'Île-de-France. Et c'est vous qui la faites? Et oui, c'est nous qui la faisons et c'est la 2e fois qu'on gagne.
Alors c'est vrai que les boulangers du Grand Paris et d'Île-de-France sont assez avides de concours. Et vous, je dois dire que c'est pas une première pour vous. Vous venez de remporter ça, mais ça a déjà été le cas. Et puis sur d'autres articles de boulangerie et de viennoiserie. Oui, tout à fait. Donc en 2016, on avait déjà gagné la meilleure tarte aux pommes d'Île-de-France. En 2017, on a gagné le meilleur pain au chocolat du Grand Paris. En 2019, on a gagné le prix de la meilleure pâtisserie francilienne. Et en 2020, on a gagné le prix du meilleur gâteau des Hauts-de-Seine. C'est quoi votre secret, Ludovic Léraud? Toujours garder la forme et essayer d'être toujours au top avec les produits qu'on propose tous les jours en boutique pour nos clients. Et puis je suppose au beurre. Bien sûr, le beurre, le gras c'est la vie comme on dit. Oui, mais il y a du bon gras et du mauvais gras. C'est vrai que de plus en plus dans la boulangerie, pâtisserie, le beurre est venu remplacer la margarine qui il y a 20 ans, 25 ans avait beaucoup trop de place. Et aujourd'hui on trouve des feuilletages, des brioches, toute la viennoiserie, mais aussi des fonds de tarte qui sont tout beurre. Hein. On a vu disparaître un peu les graisses végétales. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, durant mon apprentissage, j'avais déjà fait mon apprentissage dans une pâtisserie, on n'utilisait que du beurre, mais on voyait encore l'usage de la margarine, mais depuis une quinzaine d'années, c'est un ingrédient qu'on ne voit plus du tout dans nos labos. D'ailleurs, quand vous avez gagné le prix du croissant, il n'y avait pas marqué croissant supérieur ou croissant ordinaire d'un autre côté. Maintenant, tous les croissants sont au beurre dans votre boutique. Oui, tout à fait. On travaille, nous, avec des beurres AOP, justement, pour avoir une... Et quel ? Le beurre Montaigu, sans vouloir le citer. Beurre des Charentes, alors. Voilà, tout à fait. Mais au jour d'aujourd'hui, le beurre, c'est un produit qui est très compliqué à trouver, avec des prix qui se sont envolés, et où malheureusement on est victime au jour d'aujourd'hui pour travailler avec des bons produits de tarifs qui sont très hauts. Ce qui fait que pour nous garantir des produits de qualité, on est légèrement obligé d'augmenter nos tarifs. Alors, vous avez gagné donc ce prix de la meilleure tarte aux pommes d'Île-de-France, saison des pommes, en plein automne. Franchement, est-ce qu'elle a changé cette recette au cours des années? Est-ce que vous avez fait un truc différent pour ce concours? Non, c'est vraiment la tarte qu'on propose tous les jours au magasin. Et voilà, il y a des petits secrets. En fait, c'est sur la cuisson. Je pense qu'on a une cuisson vraiment à l'ancienne. C'est pour vous dévoiler quelques secrets. Oui, on a envie de savoir. C'est une tarte qui passe 1h30 au four avec plusieurs paliers de cuisson et qui finit avec une cuisson à l'étouffée afin de garantir un moelleux à la pomme et un fondant. Mais que la pâte soit quand même croustillante en dessous. Tout à fait. Parce que c'est un peu sur le mode d'une tarte fine. C'est ça. Une tarte fine épaisse, quoi. Une tarte fine pas si fine que ça. Voilà, parce que encore ce matin, on a fait des démonstrations devant le magasin pour faire voir aux gens comment on fabriquait notre tarte aux pommes. Et la plupart étaient assez surpris de voir la quantité de pommes qu'on pouvait mettre sur une tarte. Ils nous disaient, on a l'impression, une fois qu'elle est cuite, qu'il n'y a quasiment pas beaucoup de pommes, mais quand ils voyaient la hauteur qu'elle fait avant d'aller au four, ça les impressionnait. Oui, parce que cette pomme, elle va évidemment perdre son eau à la cuisson, donc se tasser, se confire en quelque sorte. Voilà, c'est ça, elle va se confire et au milieu, elle va garder un côté moelleux. Et à la coupe, on peut le voir que la pomme se tient encore, mais qu'elle a perdu tout son jus à la cuisson. Et toutes les pommes sont baignées dans le jus à la cuisson, avec le goût du beurre, de la pâte feuilletée, donc c'est un régal. Et elle est dressée un peu comme on ferait avec les pommes de terre pour des pommes à nain, c'est-à-dire c'est une rosace de pommes en épaisseur. C'est ça, on les dispose tranchette par tranchette sur le fond de feuilletage. Ah, il y a de la main d'œuvre. Oui, il faut de la main d'œuvre. C'est peut-être ça qui explique aussi que le prix est un petit peu plus élevé qu'une tarte aux pommes normale. Oui, la main d'œuvre c'est un coût. Après, il y a le choix aussi de la matière première. Ça, c'est un choix personnel de vouloir travailler avec des ingrédients de qualité. En face de vous, il y a Solène, qui elle a charge de vendre dans la boulangerie ces belles tartes aux pommes. Depuis ce matin, depuis que le résultat est connu, est-ce que c'est le rush? Oh que oui, il y a du monde. Et les gens appellent pour réserver? Oui, tout à fait. Il vaut mieux en effet appeler pour pouvoir réserver, pour être sûr d'avoir ce que vous voulez. Donc c'est tout l'objet de ce concours, c'est ça en fait, c'est de remettre un coup de projecteur sur votre travail, parce que comme le disait Ludovic, ça n'a pas changé depuis des années, la recette est la même, mais de temps en temps il y a besoin de faire savoir qu'ici à Antony, dans le 92, au sud-ouest de Paris, il y a la meilleure tarte aux pommes du coin. C'est bien ça, et donc j'ai beaucoup de personnes qui l'ont déjà goûté et faut la regoûter aujourd'hui. Voilà, qui vont regoûter et venir goûter vos croissants, vos pains au chocolat qui sont aussi médaillés, en tout cas décorés depuis bien des années.
Un dernier mot, Ludovic. Il semblerait que le gouvernement vienne de donner des gages auprès des boulangers et des artisans pour les aider dans la période qui vient. Le prix de la baguette est un vrai sujet en France. Où est-ce que vous en êtes, vous ? Nous, au jour d'aujourd'hui, le prix de la baguette, on reste sur un prix, on va dire, limite en dessous de notre marge, puisque les tarifs d'électricité vont flamber, on peut dire ce mot, à partir de début janvier. On vient de recevoir les nouveaux tarifs. Et pour ma part, je suis sur un tarif qui est 6 fois supérieur à ce que je paye actuellement. Donc pour vous dévoiler tout, au jour d'aujourd'hui, je paye une facture de 1 800 € d'électricité par mois. Je ne me vois pas, à partir du début janvier, payer une facture x6. Ça sera absolument impossible. Donc vous attendez des pouvoirs publics qu'il y ait une sorte de bouclier pour les PME ? Je pense que oui, il faut qu'il y ait un bouclier. Nous qui sommes en tarif jaune, je veux bien qu'on fasse une partie de la cuisson la nuit. On réfléchit à des solutions pour consommer moins, pour cuire intelligemment, pour ne pas laisser les fours allumés sans rien. Mais là, il faut vraiment une réaction du gouvernement, parce que seulement une aide de 25% de réduction, ça ne pourra pas sauver nos petites entreprises. Et malheureusement, la boulangerie artisanale va souffrir de ce problème. Sans compter la hausse des matières premières, évidemment. Sans compter, oui, la hausse des matières premières, puisque sur la hausse des matières premières, on a subi 2 voire 3 hausses suivant certains boulangers pâtissiers sur la farine. Puis on a touché sur le beurre, le sucre, on a pris une augmentation de 60% d'augmentation sur le sucre. Alors c'est des produits où on réduit aussi la quantité de sucre et c'est meilleur pour la santé. Mais la farine, et le beurre, les éléments premiers, on se demande, la galette des rois, combien on va devoir la vendre, étant donné le prix des matières premières. Alors, est-ce que votre clientèle, en termes de coûts, est sensibilisée à cela? Je veux dire, si vous faites des hausses, seraient-elles un peu serrées? Est-ce que vous arrivez à l'expliquer à votre clientèle, tant sur les sources d'énergie, tant sur les matières premières, que sur la main-d'œuvre aussi, parce qu'il faut aussi hausser un peu les salaires pour intéresser encore les jeunes à venir dans la boulangerie? Oui, les gens, on essaie de leur dire, mais on n'a pas l'impression qu'ils prennent vraiment connaissance de ce qu'il est en train de se passer. Et malheureusement, il va falloir réagir rapidement. Nous, au jour d'aujourd'hui, on se trouve sur un quartier encore un peu excentré sur Antony, donc on n'a pas vraiment augmenté nos tarifs comme on devrait, mais au jour d'aujourd'hui, c'est sur notre marge qu'on s'assoit pour pouvoir garantir l'entreprise. Et Solène, je suppose que c'est aussi votre boulot de l'expliquer d'abord à votre équipe de vendeuses et aussi à la clientèle au contact de laquelle vous êtes toute la journée. Oui, c'est bien ça. On essaye d'expliquer aux clients, mais c'est vrai que pour le moment, ils ne se posent pas trop de questions sur nos produits. Des fois, j'ai des réflexions en disant oui, ça a augmenté parce que vous avez gagné des concours. Et non, c'est pas parce qu'on a gagné des concours, c'est en effet parce qu'on subit des hausses pour le moment. En tout cas, si vous prenez la ligne B2 RER, n'oubliez pas, vous arrêtez à Fontaine-Michalon, juste en face de la gare, la boulangerie L'Hérault, et vous goûterez la meilleure tarte aux pommes d'Île-de-France. Croyez-moi, ça vaut le coup. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Si je vous dis que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Une belle tarte aux pommes de boulanger, pas trop élaborée, un truc assez simple, hein. De la belle pâte feuilletée, dessus des belles pommes, et puis voilà, et puis c'est tout, un petit peu de sucre quand même, voilà. Mes amis, c'est fini. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h pour un autre grand marché ensemble, et d'ici là, vous pourrez retrouver ce numéro de Ferniaud fait le marché et tous les autres en podcast sur sudradio.fr ou sur l'appli Sud Radio, et même sur YouTube si vous voulez me voir en plus, hein, c'est le même tarif. Allez, après le journal, vous retrouvez En toute vérité d'Alexandre Devecchio, puis ensuite C'est ça la France de Nathalie Schrein-Guirma. À dimanche prochain pour votre magazine de tout ce qui se mange sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.